Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour Objectif Santé. Je suis le docteur Catherine Lacrenière et aujourd'hui, nous allons parler de votre cœur. Ou plus exactement, des troubles du rythme du cœur. Vous avez peut-être déjà ressenti des palpitations, un cœur qui s'emballe ou qui ralentit brutalement. Ces signaux peuvent être anodins ou ils peuvent révéler un dysfonctionnement plus sérieux. Alors, comment repérer un trouble du rythme ? Quels sont les traitements disponibles et est-ce qu'on peut continuer à vivre normalement avec ce type de pathologie? Eh bien, pour y répondre, je reçois le professeur Nicolas Lelouch. Professeur Lelouch, bonjour et bienvenue. Bonjour Catherine. Alors, vous êtes cardiologue, PUPH, c'est-à-dire professeur des universités, praticien hospitalier à l'hôpital Henri Mondor, où vous dirigez l'unité de rythmologie. Il va falloir que vous nous expliquiez ce qu'est la rythmologie, parce qu'on n'est pas au conservatoire de musique. Donc, vous êtes également membre de la Société française de cardiologie et vous contribuez à l'élaboration des recommandations cliniques et à la formation continue des professionnels de santé. Vous avez publié de très nombreux articles scientifiques et vous intervenez dans les conférences scientifiques. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages destinés pour l'instant aux professionnels de santé, comme Le CG en poche, coécrit avec le docteur Guillaume Abessira. Et puis, on espère qu'un jour, vous allez vous adresser au grand public. Alors, on va commencer par donner des définitions. Qu'est-ce que la rythmologie et qu'est-ce qu'en termes simples, un trouble du rythme cardiaque ? Alors la rythmologie, c'est une science qui va étudier le rythme cardiaque par définition et on classifie les pathologies en deux grands types. Quand le cœur est trop rapide, donc les patients, on va revenir après sur les symptômes qui sont engendrés par ces anomalies rythmiques, mais les troubles du rythme, c'est quand le cœur est trop rapide. D'accord. Voilà. Donc on sent, ça s'emballe. Et voilà, on se dit, ah là là, on est en train de regarder la télé. Donc et d'un coup et là, bam, on sent le cœur qui bat à 150 jusqu'à 200. Voilà. Donc, c'est un rythme cardiaque qui est trop rapide. Et de l'autre côté, on distingue les troubles de la conduction électrique. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. C'est l'électricité qui est trop lente. Et donc, dans ces cas-là, alors, les gens ne ressentent pas le cœur lent, mais ils vont sentir les conséquences du cœur lent. Et qu'est-ce que c'est que ces conséquences ? C'est des malaises. C'est les gens, ils ont la tête qui tourne, ils disent « Oh là là, je me sens pas bien ». Et ça peut aller jusqu'à la syncope. C'est-à-dire que quand le cœur s'arrête pendant une pause, qu'il est beaucoup trop lent. Avec perte de connaissance, alors. Qui peut aller jusqu'à une perte de connaissance, syncope avec perte de connaissance. Et ben, il n'y a plus assez d'oxygène qui irrigue le cerveau. Et là, le cerveau, il marche plus et les gens tombent dans les pommes. Donc, vous avez les deux extrêmes. Soit le cœur est trop rapide, ce qu'on appelle les troubles du rythme, et soit le cœur est trop lent. Et à ce moment-là, ça peut donner des malaises ou des syncopes. Donc, nous, on s'occupe de tout ce qui est maladie rythmique, le rythme normal. Voilà, c'est le cœur qui bat entre 50 et 100, on est bien. Quand on fait un effort, un stress, on s'accélère, ça c'est la norme. Et puis nous, on va s'attaquer à tous ces problèmes-là et on va les soigner. Et vous allez voir qu'on a des thérapeutiques maintenant, c'est ce qu'on disait un peu en off, que vraiment ça s'est développé de manière spectaculaire. On a plein de nouveautés et voilà, on peut soigner nos patients et on peut leur changer la vie. Alors ça, justement, c'est très important parce qu'on a compris, donc on peut faire une syncope, des malaises, mais y a-t-il d'autres risques de santé que peuvent entraîner les troubles du rythme cardiaque ? Alors tout à fait. Donc sur la partie excès de rythme, trouble du rythme, quand le cœur est trop rapide, il y a plusieurs conséquences. Bon, allez, bien sûr, les symptômes, c'est gênant pour le patient et ça peut entraîner des problèmes dans la vie quotidienne. La qualité de vie peut être altérée. Et alors, on a des complications beaucoup plus graves. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que si on ne fait rien et que le cœur bat tout le temps à 150, qu'est-ce qui va se passer ? Le cœur va se fatiguer. Et donc, ça va entraîner une insuffisance cardiaque. Et là, on rentre sur des choses beaucoup plus graves parce qu'évidemment, quand le cœur commence à se fatiguer, il risque à un moment de s'arrêter. Voilà, donc le risque d'avoir des troubles du rythme qui persistent trop, c'est l'insuffisance cardiaque. Alors le deuxième risque, alors là qui dépend du type de trouble du rythme, parce que c'est un peu compliqué la classification des troubles du rythme, je parle notamment de la fibrillation auriculaire, qui est le trouble du rythme le plus fréquent dans le monde et en France en particulier. Alors c'est quoi une fibrillation auriculaire déjà ? Alors la fibrillation auriculaire, c'est quand les oreillettes deviennent folles. Vous voyez, normalement, les oreillettes, elles sont régulées, elles battent entre 50 et 100. Et encore une fois, quand on est stressé, quand on fait un effort, ça s'accélère normalement. Alors, on va dire pour nos auditeurs, les oreillettes, ce sont des cavités du cœur. Il y a deux oreillettes, deux ventricules. Voilà, dans le cœur, il y a en haut, c'est les oreillettes, et en bas, on a le ventricule. C'est le ventricule qui se contracte et qui va entraîner la perfusion de tout le corps et qui nous permet de vivre. Mais les oreillettes, c'est important aussi. Et donc, dans cette pathologie-là, les oreillettes deviennent folles. Au lieu de battre entre 50 et 100, elles battent entre 400 et 600 par minute. Donc, vous imaginez, voilà. Donc, du coup, le cœur, heureusement, il ne va pas entre 400 et 600. Il y a un frein physiologique, mais le cœur bat 150, 180.
hein. Et alors, le risque, donc j'ai parlé de l'insuffisance cardiaque, qui est Oui. liée Mhm. à la fréquence rapide. Et alors, le deuxième risque, notamment de cette pathologie, c'est l'AVC. Alors, l'accident vasculaire cérébral. Ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les oreillettes qui deviennent folles, elles se contractent plus. Et donc, du coup, le sang va stagner dans le cœur et ça va entraîner des caillots. Et ces caillots-là vont partir dans la circulation artérielle et le principal canal, je dirais, c'est d'aller dans le cerveau. Et donc, on travaille très souvent avec nos collègues neurologues pour rechercher des causes d'accident vasculaire cérébral et la fibrillation atriale est une cause importante d'accident vasculaire cérébral. Et là, vous faites la jonction parce qu'il y a juste un mois, on a parlé avec le docteur Obadia, des AIT, des accidents Ah bah ischémiques voilà. transitoires et des AVC. Donc, il l'a bien dit, il faut dépister le trouble du rythme. Donc, Exactement. c'est chez vous que ça se passe. C'est chez nous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des objets comme les montres connectées qui peuvent donner des petites idées que le cœur justement ne fonctionne pas bien et encourager à consulter? Est-ce que ça sert à quelque chose ou c'est un gadget, ça? Ah, c'est pas un gadget. Sincèrement, au départ, hein, ça fait quand même un peu plus d'une dizaine d'années que ces montres ont commencé à se développer. Et d'ailleurs, maintenant, le développement énorme hein, de ces objets Oui, connectés, il n'y a pas bien que sûr. des montres. Hein, on peut avoir des barres, il y a plein de choses qui se développent pour faire un électrocardiogramme très facilement. Alors, c'est pas un gadget parce que déjà, la qualité des enregistrements sont assez bons. Hein, donc au départ, on avait un peu peur en disant ça va être pas parasité parce que les gens bougent et tout. En fait, c'est des bons appareils, hein, donc je dirais que c'est quand même intéressant. Et ça nous a permis de faire des diagnostics, par exemple chez des patients qui ont des arythmies mais qui durent très peu de temps. Alors, il faut imaginer que quelqu'un qui a des symptômes, des palpitations, bah, il faut, pour nous, les rythmologues, il nous faut un électrocardiogramme pendant la crise de palpitation. Donc, vous imaginez que là, par exemple, si moi je sens des palpitations, j'ai pas d'électrocardiogramme sur moi. Et si ça dure 1 minute, 5 minutes, bah, il va rien se Ouais. passer le temps que j'aille à Donc, on passe à l'hôpital. côté. Et voilà. Et donc, Hum, il y a hum. des gens qui ont des palpitations qui durent pas assez longtemps Oui. pour qu'on puisse enregistrer l'électrocardiogramme. Et donc, chez ces patients-là, ça a un réel intérêt. Parce que dès qu'ils vont sentir des symptômes, alors c'est pas forcément des maladies, hein, mais ils peuvent sentir des symptômes, ils vont enregistrer directement un électrocardiogramme, ils l'envoient à leur cardiologue, et là, on les Ça, c'est rassure, fantastique. on leur dit il n'y a rien, ou à l'inverse, on dit oh là là, on a trouvé une maladie, il faut consulter, et on va aller plus Ouais. loin. Et ça peut être aussi une solution pour les déserts médicaux quand on n'a pas de médecin Bien sûr, bien sûr, généraliste bien et sûr. Et autres. Donc, les électrocardiogrammes sont transférables, donc c'est des fichiers PDF qui peuvent être oui. envoyés par Internet. Et alors l'autre intérêt aussi aussi un des gros intérêts, c'est de dépister des arythmies asymptomatiques. Mm. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, bon, je prends par exemple l'exemple de Voilà, la c'était vous, fibrillation. vous m'avez précédé justement. Est-ce qu'on C'est peut merveilleux. avoir un trouble du rythme sans rien ressentir? Et pourquoi est-ce qu'on ne ressent rien d'ailleurs? Voilà, exactement. Alors, par exemple, je prends l'exemple de la fibrillation atriale, encore une fois, qui est le trouble du rythme le plus fréquent. Il y a un tiers à peu près des patients qui ne ressentent rien. Alors pourquoi on ne sait pas? Alors ça, c'est une Mm. très bonne question, on ne sait pas. Il y a des gens, ils vont avoir une extrasystole, c'est-à-dire une petite pointe au cœur, le rythme voilà, qui déraille un tout petit peu. Et là, ils vont dire, ah, je vais mourir, je me sens mal, ils vont vite aux urgences. Et il y en a d'autres, ils ont de l'arythmie pendant des mois, des années, et ils arrivent chez le médecin, ils disent, ah ouais, j'ai Tranquille. rien, Voilà. ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Alors, on ne sait pas pourquoi des patients ont des symptômes ou pas, donc ça reste un mystère. Mais le problème, c'est que l'arythmie, elle existe et qu'elle peut entraîner aussi ces problèmes-là, Bien sûr. et notamment l'accident vasculaire cérébral chez des patients qui n'avaient rien ressenti. Alors, je reviens à cette histoire de montres connectées. Eh ben, les montres connectées, en monitorant en permanence l'électrocardiogramme, la fréquence cardiaque en tout cas, peut envoyer une alerte aux patients. Donc, ils peuvent recevoir une petite alerte sur leur montre, hein, ils ressentent Oui. une petite vibration, et là, ils se disent, bon, bah, il y a un problème. Alors, c'est pas parce que ça vibre qu'il y a forcément quelque chose. Et là, alors là, on rentre sur un autre problème, c'est l'angoisse que génère ce type de montre. Parce que des fois, il y a des alertes qui ne sont liées à rien, c'est des artefacts ou un petit effort ou un stress. Là, les gens, ils font l'électro, bon, et ils rentrent, les gens peuvent rentrer dans une espèce d'angoisse. Ah oui, Et donc ça, c'est- il faut faire attention. Voilà, c'est pas non plus C'est pas anodin. souhaitable. Voilà, Ouais. c'est pas souhaitable. Mais Mm, mm. ça peut exister. Donc je dis aux gens aussi, attention. Voilà, donc ils peuvent avoir une alerte. Là, ils font l'électrocardiogramme. Ils envoient à leur médecin traitant ou à leur cardiologue, et là, on fait ou pas le bon diagnostic. Mais Ouais. voilà, je veux dire quand même que le fait de développer au grand public ces appareils, ça a du bon, Ça peut créer des inquiétudes. mais ça peut aussi créer des Voilà. inquiétudes pour les Et patients. l'inquiétude augmente le rythme Et cardiaque, en n'est-ce plus, pas? alors le stress chez les On s'en sort cardiologues, on plus. n'aime pas du tout, parce que quand on est stressé, on augmente sa tension, on augmente le Mm. stress cardiaque, et ça peut augmenter l'arythmie. Donc c'est aussi notre travail de rassurer les gens. Très bien. Voilà, tout Alors, n'est pas une mm. maladie, et voilà. Alors justement, quand on pense avoir un trouble du rythme cardiaque, qui va-t-on consulter et quels vont être les examens qui vont permettre le diagnostic?
Alors, ça dépend un petit peu de la manière dont c'est diagnostiqué. Si c'est vraiment quelque chose de très gênant, les gens vont aux urgences, Ouais. il faut un électrocardiogramme, les urgences dirigent vers un cardiologue. Bon, ça, c'est un circuit, je dirais, assez classique. Après, on peut voir un médecin traitant, par exemple, qui peut, à l'auscultation cardiaque, va retrouver un rythme irrégulier. Il n'a pas forcément un électrocardiogramme, donc là aussi, on l'envoie chez le cardiologue. Et puis, bah, nous, en hospitalisation, on voit des patients quand même plus lourds, hein. Oui. Donc, en général, quelqu'un comme moi, c'est rare que je peux voir des primo-consultants, mais c'est souvent quand même des deuxièmes ou des troisièmes avis, Oui. une fois que le patient a vu soit d'abord son généraliste, puis un cardiologue de ville, puis éventuellement le spécialiste rythmologue. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc médecin traitant ou cardiologue. Cardiologue de ville, voilà. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires à part l'électrocardiogramme? Alors oui, donc le premier, évidemment, ce qu'on a dit, l'électrocardiogramme, mais qui doit être fait pendant les crises. Oui. Et là, on a le diagnostic et on arrive sur la thérapeutique. Mais souvent, malheureusement, on n'a rien. Donc les gens disent j'ai ça. On n'a pas d'électrocardiogramme pendant la crise. Donc entre la montre connectée, alors le problème de la montre aussi, je le dis aux auditeurs, c'est que c'est pas remboursé, hein. Donc c'est quand même un budget. Donc tout le monde ne peut pas forcément se payer. Oui, il ne faut pas être trop hypochondriaque, hein, visiblement, voilà, parce que voilà. sinon, on va vivre À sur force sa de montre. tous monitorer, maintenant on peut C'est monitorer pas non la plus la solution. glycémie, la tension, le rythme cardiaque, voilà, toute la journée on s'écoute, donc ça c'est pas bon non plus, hein. Nous sommes d'accord. Mais voilà, donc tout le monde ne peut pas forcément s'offrir une montre connectée. Et nous, avant d'arriver à demander ça aux patients, on peut aussi leur faire des examens classiques, qui s'appellent des Holters, par exemple, le Holter ECG. C'est un électrocardiogramme qui dure 24 heures. Donc c'est un C'est enregistrement. un enregistreur, voilà, un enregistrement. Et au lieu de faire juste un ECG qui dure quelques secondes, on va faire porter au patient. Il y a 3 petites branches qui le connectent à un petit boîtier. Et pendant 24 heures, on voit le rythme cardiaque. Ça peut nous aider. Alors, il y a, sur ce modèle-là, on peut faire plus long. On peut faire 2 semaines, 3 semaines de Holter. Alors là, c'est plus gênant parce que vous imaginez pour l'enlever, le remettre dans la vie quotidienne. Enfin, c'est voilà, ça irrite un peu la peau. Mais bon, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà eu ça existe. Il faut savoir que ça existe et qu'on peut le demander. Et alors maintenant, on a des Holters, alors qui sont pas plus des trucs externes, c'est des choses internes. C'est-à-dire c'est des mini Holters qui sont la taille d'une tête d'épingle. Et alors ça, c'est en consultation de rythmologie en hospitalisation, hein, on fait ça, ça dure 10 minutes. Et on injecte une petite puce sous la peau, en face du cœur. Et cette puce, en fait, va enregistrer le rythme cardiaque pendant 3 ans, de manière continue. Et alors en plus, l'avantage de cette puce, c'est qu'elle est connectée à du télésuivi. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà discuté de ça avec d'autres collègues avant. Non, c'est la première fois. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du télésuivi. Vous pouvez être suivi en direct. Voilà, les gens sont suivis en direct, en continu pendant 3 ans. Et en fait, ces informations vont arriver à l'hôpital. Donc par exemple, nous, à Henri Mondor, les gens qui ont ça, c'est notre service. On a une cellule dédiée pour le télésuivi. Et donc quand il y a une alerte, bien sûr, on va pas voir quand il se passe rien, mais il y a des systèmes d'alerte. Et quand il y a des alertes, nous, on reconvoque les patients. Ils ont dit, je me sens mal, j'ai eu ça. Nous, on lui dit, voilà, c'est grave, c'est pas grave, là. Et après, on les reconvoque et on peut les traiter. Donc voilà, il y a un développement. Et vous voyez que les montres connectées se sont développées autour de ce télésuivi, de ce suivi continu du rythme cardiaque qui peut dépister de temps en temps. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Et on peut soigner les gens et sauver des vies. Alors, on va parler maintenant du pourquoi. Pourquoi a-t-on des troubles du rythme cardiaque? Quelles sont les causes? Alors, il y a des causes, je dirais, congénitales. C'est-à-dire que les gens naissent avec des faisceaux électriques. Donc, je ne rentre pas dans les détails, parce que là, on va vraiment sur des sujets très complexes. Hein. La rythmologie, c'est compliqué. Mais disons qu'il y a des gens qui naissent avec des faisceaux électriques en plus. On a des bébés qui peuvent avoir bien sûr, il y a des enfants, des bébés, des bébés qui viennent de naître. Ça peut aller... moi, je travaille aux États-Unis, j'ai opéré des enfants de 3 ans. Donc là, ça existe au niveau de la pédiatrie, voilà, la rythmologie pédiatrique. Mais bon, alors ça, c'est quand même rare, hein, faut être honnête. Voilà, c'est très rare, c'est rarissime, mais il faut savoir que ça existe. Et donc ça, dans ces cas-là, c'est des gens qui naissent avec des faisceaux électriques supplémentaires et on peut les voir à 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Hein. C'est pas forcé que ce soit forcément dès la naissance. Voilà. Alors ça, c'est rare. Voilà. Le gros des arythmies, donc c'est la fibrillation atriale, le flotteur, ces arythmies-là qu'on voit fréquemment. Alors ça, c'est lié à l'environnement et à l'hygiène. Alors ça, l'hygiène alimentaire notamment, l'hygiène de vie. On va en parler tout à l'heure. Et donc on revient, voilà, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a un lien avec tout. C'est-à-dire que nous, les maladies cardiaques sont liées le plus souvent à une maladie environnementale, à des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont aggravés par l'alimentation, une mauvaise hygiène de vie, le fait de ne pas faire de sport. Voilà. Et tout ça est lié donc aux facteurs de risque classiques, hypertension artérielle, diabète, cholestérol, obésité, apnée du sommeil. Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque qui sont reconnus
qui vont agresser le cœur. Et ces facteurs agressants vont agresser les oreillettes pour la D'accord. fibrillation atriale. Et elles vont commencer à Et faire elles vont n'importe quoi. commencer à dire, oh là là, il y a un problème, Mmh. je suis pas bien, et elles deviennent folles. Mmh. Est-ce que l'âge rentre en compte dans les troubles du rythme? Bien sûr, l'âge est un facteur majeur. Et pourquoi c'est un facteur majeur? Parce que si quelqu'un qui a 40, 50 ans a de l'hypertension artérielle, il Mmh. va pas tout de suite faire de l'arythmie. Pareil pour la diabète, pareil pour l'obésité. C'est des maladies chroniques. Et donc, l'arythmie, c'est en fait une évolutivité de ces pathologies qui, à force d'agresser le cœur, vont entraîner du remodelage, des modifications au niveau des oreillettes, et finissent par déclencher l'arythmie. C'est D'accord. des maladies chroniques, ouais. Est-ce que les femmes sont plus à risque que les hommes? A priori, non, quand même, hein. Mmh. Sur la fibrillation atriale, c'est plus souvent une maladie masculine. Les femmes peuvent être atteintes, bien sûr, hein, mais les maladies cardiovasculaires sont plus fréquentes chez les hommes. Et donc, voilà. Mmh. Tous les troubles du rythme, est-ce que, il y a pas, certains troubles du rythme qui peuvent, toucher, plus les femmes que les hommes? Parce qu'on Alors on est en oui, train de parler beaucoup des femmes, hein, pour les maladies cardiovasculaires et le cœur en bien sûr, règle bien sûr. Alors, générale. bien sûr, alors déjà, le problème des femmes, c'est que des fois, elles sont sous-diagnostiquées, sous-traitées. Donc Mmh. ça a été démontré dans plein d'études, hein. Donc, bien sûr, il s'agit de bien prendre en charge les patientes. Après, alors, sur les maladies globales, ça reste vrai. Je vous dis que c'est plutôt les hommes, mais il y a des maladies particulières qui sont plus spécifiques des femmes. Par exemple, ce qu'on appelle le maladie de Bouvray. Oui. Alors, la maladie de Bouvray, c'est une maladie qui se touche plutôt les sujets jeunes. Et donc plutôt les femmes, Et qui est du une coup. tachycardie, donc une Une augmentation, tachycardie, hein, voilà. du Alors, c'est des rythme. crises de Voilà. palpitations très rapides. Ouais. Je vous dis, surtout chez les jeunes, entre 20, 30 ans, même des fois un peu avant. Et c'est des tachycardies paroxystiques, c'est-à-dire que ça va très très vite et ça Mmh. s'arrête brutalement. Mmh. Et alors les gens qui ont ça, ils savent les arrêter. Ils font ce qu'on appelle des manœuvres vagales. Mmh. Ils se massent le cou, ils se mettent un doigt au fond de la bouche. Alors il y avait des OK. manœuvres un peu barbares à l'époque où on appuyait les yeux. En fait, c'est des manœuvres pour augmenter ce qu'on appelle le nerf vague, qui va Mmh. ralentir le cœur, qui va casser les tachycardies. Alors des fois, ça les casse pas et les gens finissent à l'hôpital, on donne des médicaments. Et c'est les fameux faisceaux électriques de naissance dont je parlais Qui tout à sont l'heure. hyper stimulés. Voilà, qui sont Voilà. trop Ouais. stimulés et ça crée des arythmies dans le cœur. Donc ça, c'est plutôt la femme. Et il y a aussi une entité qui commence à être bien décrite, qui s'appelle la tachycardie sinusale inappropriée, qui en fait, C'est un joli nom. voilà. Donc tachycardie sinusale, sinusale, c'est-à-dire que le rythme est normal, mais Mmh. tachycarde, c'est-à-dire que ça bat vite, et inapproprié, c'est-à-dire que ça bat vite et quand on fait pas trop d'efforts. Et ça a été plutôt décrit avec une prévalence plus importante chez les patientes, plutôt jeunes, Mmh. et plutôt un peu stressées, c'est-à-dire des femmes un peu actives et souvent qui sont autour du milieu médical. C'est un peu voilà, le type de D'accord. patiente qu'on voit, même si bon, il peut y avoir tout type, hein. Et alors, c'est une maladie qui est bien. On a des médicaments, on peut proposer des traitements. Alors, c'est pas grave, mais ça touche plus les femmes que les hommes. Voilà. Donc nous allons parler des traitements en deuxième partie, mais là, si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale avec un titre que je trouve plutôt approprié. Ce sont les Moulins de mon cœur, et c'est la version de Juliette Armanet. Comme une pierre
Alors, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie d'Objectif Santé, où on vous parle aujourd'hui des troubles du rythme cardiaque avec le professeur Nicolas Lelouch, cardiologue, PUPH à l'hôpital Henri Mondor et à la tête de l'unité de rythmologie. Donc, professeur Lelouch, maintenant, j'aimerais que nous parlions un petit peu de la prise en charge thérapeutique, donc des traitements. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce qu'on traite tout de suite avec un médicament? Non, on ne traite pas forcément avec un médicament. Mais comme je l'ai dit au début de l'entretien, c'est vrai que la rythmologie bénéficie maintenant, et grâce à des avancées vraiment spectaculaires depuis une vingtaine d'années, d'énormément de possibilités de traitement. Et en médecine, des fois, on est un peu démunis, hein. Des fois, il n'y a pas de traitement possible. Alors nous, dans notre spécialité, on a de plus en plus de traitements. Alors des fois, on ne guérit pas forcément les gens, mais on les aide, on les accompagne, et on arrive à maintenir, des fois, le rythme cardiaque pendant des années et des années. Bon, après, des fois, ça peut revenir, hein, bien sûr. C'est des maladies chroniques, mais voilà. Donc, on a bénéficié d'avancées technologiques extrêmement importantes sur ces 20 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Alors, on a des traitements, on peut dire préventifs, c'est-à-dire pour éviter que les arythmies arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement? On a le traitement des facteurs de risque, hein. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la tension, le diabète, le surpoids, l'obésité. L'obésité, il faut maigrir, l'apnée du sommeil, on peut mettre un appareil nocturne, un appareillage. Donc ça, je dirais que c'est vraiment les traitements ça, c'est de la prévention primaire. Voilà, on a prévention primaire. Alors après, une fois qu'on a l'arythmie, je pense notamment à la fibrillation atriale, on peut prévenir l'AVC. Puisque je vous ai parlé de la complication du risque d'AVC, et on peut donner des traitements anticoagulants. Donc ça, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent qui sont sous anticoagulants. C'est certain, ça rend le sang plus fluide. Voilà, ça évite que les caillots se forment. Et donc, on a des critères, des ABAC pour dire, voilà, les gens sont plus à risque de faire un AVC et on va leur prescrire un anticoagulant. Et c'est des traitements qui sont à vie, normalement. Hein. Donc voilà, les gens connaissent leur traitement. Il y a des risques, hein, bien sûr, d'hémorragie, on peut imaginer. Mais ça prévient l'accident vasculaire cérébral. Et après, on a le traitement du rythme en lui-même. Alors, je vais parler premièrement des troubles du rythme, donc des thérapeutiques anti-arythmiques, et après on parlera des troubles conductifs quand le cœur est trop lent, parce que c'est des thérapeutiques qui sont différentes. Alors quand on a le cœur trop rapide, alors une des classes de médicaments, une des possibilités de traitement anti-arythmique, c'est les médicaments. On a plein de médicaments, alors notamment ce qui est plus connu, je pense, c'est les bêta-bloquants. Je pense que il y a plein de gens qui prennent des bêta-bloquants, mais ça peut être pour la migraine, ça marche pour plein de choses, les bêta-bloquants. Mais, même pour préparer les examens. Hein. Anti-stress pour les examens, voilà. Bon, je ne dis pas qu'il faut en prendre pour tout le monde, mais parce qu'il peut y avoir des effets secondaires quand même. Mais voilà, c'est des traitements extrêmement répandus et c'est des médicaments qu'on utilise, nous, dans notre arsenal thérapeutique pour traiter les anti-arythmiques. Après, il y a plein de classes d'anti-arythmiques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, après, c'est le cardiologue parce que c'est un peu technique. Voilà, c'est le cardiologue qui va dire je préfère ça, on a les dosages, on fait les doses, les classes médicamenteuses. Donc on a les médicaments. Et après on a un deuxième grand paquet de traitements qui s'appelle l'ablation. Alors ça par exemple c'est ce que je fais, moi je suis un médecin interventionnel. Et donc là par contre qu'est-ce que vous enlevez alors quand vous faites une ablation? C'est une opération. On enlève l'excès de rythme. Vous voyez, c'est un peu imagé. Oui, c'est quand on dit par exemple une ablation de tumeur, on enlève quelque chose et tout. Nous, en fait, on n'enlève rien physiquement, mais on va enlever le faisceau électrique malade. Donc, en fait, on utilise des systèmes de radiofréquence, ça s'appelle. On va chauffer, on va brûler les foyers malades. Alors, il y a plusieurs techniques. Les gens sont endormis ou alors, ça dépend. Réveillés? Ça dépend du type d'anomalie, mais ça peut être fait chez des patients réveillés, mais un peu endormis quand même, parce que c'est un peu stressant. Mais sur des opérations un peu lourdes, on endort complètement les patients. Et en fait, on va aller brûler, on va repérer à part des systèmes en 3 dimensions. Donc, c'est très technologique. Donc, on reconstruit le cœur, on reconstruit les cavités et on va chercher le faisceau électrique. Et le faisceau électrique malade, des fois, c'est des quelques millimètres. Donc, il faut imaginer. Et vous arrivez à le voir. Et on arrive alors, on ne le voit pas physiquement, mais on le repère avec ces systèmes. Il faut imaginer, on va chercher une aiguille dans une meule de foin. Donc, des fois, c'est des foyers très compliqués à chercher parce que l'anatomie cardiaque peut être complexe. Et donc, ça peut durer des heures. Et à l'inverse, ça peut être très facile et ça peut durer une demi-heure. Donc là, c'est une opération
qui n'est pas à cœur ouvert, bien sûr, c'est on passe par les voies naturelles et on va aller chercher et brûler le foyer électrique. Alors, suivant les pathologies, on peut avoir des taux de succès de l'ordre de quasi 100%, parce qu'on parlait tout à l'heure des faisceaux électriques un peu congénitaux chez les jeunes. Ouais. Quand c'est un seul faisceau électrique, là, c'est On y facile, on arrive va le bien. brûler et là, les gens sont guéris et on Mhm. transforme la vie des gens, on est très content. Par contre, la fibrillation auriculaire dont je parlais, ça, c'est des arythmies plus complexes. Donc, des fois, voilà, on peut faire une opération, mais des fois, il faut 2, voire 3 opérations. Les gens reviennent, c'est plus une maladie chronique, je dirais. Donc ça, c'est voilà, la partie ablative qui est un gros... voilà, maintenant qu'on fait de plus en plus, qui se développe de plus en plus. Et puis après, bah voilà, si les gens font une fois un trouble du rythme, qu'il se passe rien, qu'il n'y a plus de conséquences, ou des fois avec le temps, ça peut On les disparaître. surveille. On peut les surveiller et puis on rassure les gens. On dit voilà, vous avez rien, on verra, on fait un point de temps en temps. Si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à revenir. Mais voilà, on est quand même assez rassurant vis-à-vis des patients parce qu'on peut faire une arythmie une fois et puis après on fait plus rien de sa vie. Hein. Donc voilà, c'est pas forcé de finir C'est toujours rassurant. sur la table d'opération et de venir me voir. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, qui viennent pas te voir et heureusement pour eux. Voilà. Alors, il y a d'autres choses dont on va parler, parce que quand on parle trouble du rythme, on parle aussi pacemaker. Alors, qui va avoir besoin d'un pacemaker? Alors là, on rentre sur la deuxième catégorie que je parlais tout à l'heure. Les pacemakers, c'est pour traiter le cœur trop lent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pacemaker? C'est une pile. Voilà, c'est une pile électrique, il y a une concentration d'électricité. Cette pile va être reliée au cœur par des sondes. Et le pacemaker, c'est un petit ordinateur qui va enregistrer le rythme cardiaque en permanence. Et si le cœur est trop lent, il va substituer l'électricité du cœur normal du patient par l'électricité de l'appareil. Et donc, bah, ça évite les malaises, les syncopes. Voilà, c'est une technologie qui est quand même assez bien faite. Alors, évidemment, les pacemakers, tout le monde ne va pas en avoir besoin. Et il y a des complications, il faut être honnête. Hein. Avec le temps, c'est le fait d'avoir des sondes dans le cœur, ça peut être embêtant pour le cœur en lui-même, ça peut favoriser des infections, ça peut, au niveau local, ça peut être gênant. Voilà. Donc ça, On le change, le pacemaker, ou... alors ça se change tous les 10 ans à peu près. Et ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, maintenant on a une nouvelle génération de pacemakers qui sont des pacemakers sans sonde. Et il n'y a plus de cicatrices hein, pour les auditeurs qui nous écoutent qui ont un pacemaker. Maintenant, il y a des gens qui ont des pacemakers, on ne le voit même plus. Entre les petites piles qui vous enregistrent pendant 3 ans voilà. et les Et pacemakers là, sans on sonde. a des pacemakers, c'est des petites piles, quoi. Voilà. Et en fait, c'est à la taille, par exemple, d'une pièce de 1 euro, par exemple. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée. C'est des petites capsules, ça s'appelle des capsules. Et on va nous les mettre directement dans le cœur et ça fait pacemaker. À l'intérieur du cœur, sans avoir toutes ces sondes, sans avoir tout ça. Donc tous les risques secondaires. Et donc, ça, c'est en train de transformer. Moi, je vous parle de ça parce qu'on est en train de vivre aussi une révolution là-dessus. Oui, parce que c'est pas du tout connu, ça. Voilà, et donc on est en train de vivre ça avec tous les types de pacemakers qui sont en train d'exister. Et dans les années à venir, on espère que le pacemaker un peu à l'ancienne va peut-être disparaître. On n'en est pas là pour l'instant, mais voilà, il faut savoir que c'est en train d'évoluer de manière importante. Alors après, pour revenir aussi à votre question sur les troubles du rythme et pacemaker, parce que je vous dis que c'est plutôt le cœur trop lent, il y a des cas très particuliers où on met des pacemakers pour un cœur trop rapide. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cas-là? C'est chez des gens qui ont une arythmie, qu'on n'arrive pas à soigner, qui ont le cœur trop rapide tout le temps. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur mettre un pacemaker, mais une fois qu'on a mis le pacemaker, on va brûler des zones pour ralentir définitivement le cœur. Et les gens, comme ça, ils sentiront plus leurs palpitations. Donc, c'est vraiment une indication un peu spécifique, très particulière, de gens qui peuvent avoir le cœur trop rapide. Et dans ce cadre-là, on leur dit, écoutez, on a tout essayé, on met le pacemaker. Et le défibrillateur? Alors, le défibrillateur, c'est un pacemaker. Tous les défibrillateurs font pacemaker, l'inverse n'est pas vrai. Et alors, c'est un super pacemaker. Pourquoi? Parce que, en plus de traiter le cœur trop lent, il peut aussi traiter le cœur trop rapide, mais pas la fibrillation atriale dont j'ai parlé, les arythmies du ventricule. Et c'est des arythmies létales. C'est ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire. Celle-là, elle ne pardonne pas. Voilà, et ça, c'est des arrêts cardiaques. Et vous imaginez, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, il tombe dans la rue comme ça, on attend que quelqu'un arrive, on amène un défibrillateur externe et on est un choc pour le patient pour le remettre en rythme normal. Et là, les patients qui ont un défibrillateur, le rythme cardiaque est monitoré de manière permanente. Et si un jour ça arrive, alors bien sûr on ne met pas ça à tout le monde, on met ça à des patients qui ont un risque, qui sont à sur-risque d'avoir des troubles du rythme ventriculaire, mais le jour où ça arrive, ça va être détecté et le choc va être envoyé directement par l'appareil, sans attendre qu'il y ait quelqu'un de l'externe. Donc comme ça, des vies sont sauvées grâce à un défibrillateur interne. Voilà. C'est ça le défibrillateur. Et ça tombe jamais en panne?
Non, alors là encore, j'essaie de rassurer. Voilà, Non, non, c'est c'est important. des prothèses qui sont extrêmement contrôlées. Il faut Mmh. imaginer par, voilà, toutes les On autorités de vient, santé. voilà, On ouais. peut pas arriver comme ça dans un coin et mettre un pacemaker. Vous Mmh. imaginez qu'il y a quand même un Bien contrôle, sûr. extrêmement important, que ça, maintient des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de gens, dans le monde en vie. Donc on Voilà, peut pas donc se ça ne tombe pas en permettre. panne. Donc D'accord. non, 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 je C'est bien préfère surveillé de rassurer, toute ça ne façon. tombe pas en Voilà. panne. Alors, malgré tous ces traitements, il y a des patients qui ne vont pas avoir de guérison de leurs troubles du rythme cardiaque. Est-ce qu'on peut vivre normalement avec un trouble? Est-ce qu'on peut faire du sport, par exemple? Bien sûr, alors au contraire, un rythme les troubles du rythme cardiaque ne contre-indiquent pas une vie normale. C'est plutôt l'inverse, c'est en fait le trouble du rythme qui va empêcher les patients d'avoir une vie normale. Donc si les gens ont un trouble du rythme qu'on avait parlé tout à l'heure, qui ressentent rien, bah nous on va le traiter quand même, parce qu'on va se dire, bon bah il y a un risque que ça devienne embêtant pour le patient, mais on ne fait pas de restrictions, notamment vis-à-vis du sport ou de choses comme ça, c'est recommandé. Après, c'est sûr que si les gens ont de l'arythmie et qui sont pas bien, ils vont pas aller faire du sport spontanément. Mmh. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication vis-à-vis de ça, hein. Donc, un sportif de haut niveau, par exemple, jeune, à qui on découvre une tachycardie, on va tout faire pour essayer de Voilà, le on va le traiter pour traiter, on qu'il va le reste. traiter. Et Mhm. alors, en fonction de la tachycardie, mais je vous ai dit, chez des patients jeunes en général, on arrive à les guérir et ils peuvent reprendre une activité sportive normale. Ça, c'est parfait. Alors, on a parlé médicaments, on a parlé pacemaker, défibrillateur, ablation. On va maintenant parler un peu plus, si vous permettez, de la prévention. Euh, la place de l'alimentation dans la prévention, c'est quoi? Ah, bah, nous, c'est très important, hein. Alors, moi, de mon point de vue en tant que rythmologue, on voit les conséquences de la malbouffe, du Mm. surpoids et tout ça, via les facteurs de risque dont j'ai parlé et qui entraînent ces arythmies. Maintenant, directement, c'est pas exactement comme par exemple la maladie coronarienne ou le cholestérol et tout ça peuvent rentrer, donner des plaques. Donc ça, nous, on voit Ouais. pas ça Mhm. directement. C'est pas ça C'est qui vraiment explique une les arythmies. fatigue. Mais c'est euh, voilà, c'est vraiment le mm. fait de manière chronique d'avoir des troubles alimentaires, de trop manger, de manger mal, la malbouffe, de pas faire assez de sport. Le sport, c'est très bon en général pour le cœur, que ce soit pour les artères, que pour le rythme et tout ça. C'est globalement bon. Alors après, je mets quand même un petit bémol à ce que je dis. Faire trop de sport peut donner de l'arythmie. Voilà, c'est pas non plus. On Voilà. a de l'arythmie du sportif. Donc c'est comme tout dans la vie. Il faut pas rien faire, il faut pas trop, il faut en faire normalement. Voilà. Exactement. Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont adorer votre philosophie. Alors, je voulais revenir sur l'apnée du sommeil. Pourquoi est-ce que c'est si important de la diagnostiquer et de la prendre en charge au niveau des troubles du rythme? Quel est le rapport entre l'apnée et les troubles du rythme cardiaque? Alors, l'apnée du sommeil est favorisée déjà par le surpoids, par les facteurs de risque en eux-mêmes. Mhm. Donc ça, c'est important de savoir que ça peut aggraver un facteur de risque. Et la deuxième chose, c'est que les gens qui ont des problèmes nocturnes avec des désaturations, l'apnée du sommeil, c'est ça, les gens arrêtent un peu de respirer pendant la nuit. Donc du coup, leur taux d'oxygène va baisser. Et ce taux d'oxygène bas va entraîner ce qu'on appelle une augmentation du système sympathique, un stress cardiaque, qui va faire que le cœur bat très très vite. Et le fait d'avoir ça toutes les nuits, à la fin, le fatigue, cœur, c'est ce qu'on bien disait sûr. tout à l'heure, c'est Mm. comme l'hypertension, le diabète, c'est une espèce d'agression au niveau du cœur et qui peut se traduire notamment par de l'arythmie et la fibrillation atriale. Donc c'est important, un, de le dépister, deux, de perdre du poids si c'est lié à un surpoids et de l'obésité. Et alors après, moi je ne suis pas le spécialiste du traitement de l'apnée du sommeil, mais maintenant je sais qu'il y a des orthèses au niveau ORL, il y a Tout à mes fait. collègues Mm. ORL qui s'occupent des patients, il y a évidemment les appareillages qui restent un peu lourds mais qui malgré tout peuvent aider des patients. Mhm. Et donc tout ça, on fait ça avec nos collègues pneumologues qui s'occupent de l'apnée du sommeil. Nous à Mondor, c'est les pneumologues qui s'en occupent. Ouais. Voilà. Et puis aussi la gestion du stress, puisque vous l'avez dit, hein, le stress peut favoriser l'accélération du cœur, les troubles du rythme cardiaque. Qu'est-ce que vous pensez, ça, de la gestion du stress? Ah, ça, ma pauvre, c'est compliqué parce que, alors justement, notre travail aussi, c'est de déstresser les gens. Mm. Parce que plus, comme on disait tout à l'heure, plus les gens sont stressés avec les montres, donc plus les gens sont stressés, plus ils vont monter leur tension artérielle, Mm. le système sympathique, l'arythmie. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut casser. Donc moi, je suis un médecin somatique, c'est-à-dire je soigne la maladie en elle-même, Mm. mais voilà, il faut savoir que le stress, c'est de toute façon mauvais pour le cœur. Alors c'est facile à dire parce que notre vie maintenant est tellement stressante, les gens courent, il y a tellement de contraintes, il y a Mais tellement il faut en d'angoisse prendre dans la vie. conscience, hein. Mais Voilà. voilà, Ouais. il faut en prendre conscience. Alors bien sûr, il y a des traitements, il y a la cohérence cardiaque, il y a la sophrologie, il y a la mésothérapie, il y a plein de, Mhm. je dirais, de médecines différentes, parallèles à ce que nous on propose. Mhm. Moi, je suis encore une fois un médecin pur et dur, somaticien. Mais je pense que les gens, ça peut les aider. Moi, je suis pour que les gens
et tout ce qu'ils puissent Mm. utiliser tout ce qu'ils peuvent pour aller mieux. Et l'avenir, l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va changer votre spécialité? Alors, bien sûr, parce que nous, en médecine, l'IA, c'est énorme. Et la rythmologie, c'est une spécialité, comme je vous l'ai dit, technique, ingénierie, hein. Donc, bien sûr que ça va la changer. Et alors, sur le plan médical, nous, on commence à avoir, alors pour l'instant, bien sûr, ça ne va pas nous remplacer. J'espère ne pas être remplacé par l'IA. On rassure nos auditeurs, il va rester du cardiologue. Il y a toujours besoin d'un médecin ou d'un opérateur. Mais en fait, l'IA, nous, l'avantage, c'est que ça nous permet de mieux comprendre les maladies rythmiques. Et un des gros problèmes qu'on a, c'est la prédiction. C'est-à-dire qui va développer de l'arythmie. Par exemple, je vous prends quelqu'un qui a de l'hypertension depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y en a qui vont jamais faire d'arythmie. Et il y en a qui vont en faire. Et donc ça, c'est pour la fibrillation. Et je prends l'exemple maintenant de la mort subite, les troubles du rythme ventriculaire dont on a parlé tout à l'heure, pour lesquels on met des défibrillateurs. Il y a des maladies identifiées ou des facteurs de risque, mais tous les gens qui ont ça ne vont pas faire une mort subite. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est que grâce à l'IA, au traitement de données massives, hein, de très grosses données, qu'on pourrait éventuellement mieux prévenir, mieux cibler les patients à traiter, pour avoir, pour mettre les choses de manière plus ciblée, qu'on soit moins imprécis sur nos prédictions d'arythmie et que du coup ça améliore les soins. Bah écoutez, je crois que c'est un joli mot de conclusion. Je voulais vous remercier, professeur Nicolas Lelouch, pour votre éclairage précieux et accessible. Et en plus, vous avez déculpabilisé un petit peu beaucoup de monde. C'est un sujet essentiel que celui des troubles du rythme cardiaque. Et votre expertise nous a aidé à mieux comprendre et surtout à mieux prévenir. Alors, chers auditeurs, en attendant de vous retrouver, je vous dis, prenez bien soin de votre cœur.